Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après l'annonce de la fermeture des frontières américaines aux étrangers venant de l'Europe, l'Afrique centrale envisage un plan de contingence régionale pour faire face à la pandémie mondiale de coronavirus. La prise en charge médicale des cas positifs enregistrés au Cameroun reste une préoccupation majeure au regard des limites et des faiblesses des systèmes de santé en zone CEMAC. Comment renforcer la prévention et améliorer les capacités de riposte contre cette pandémie meurtrière? Explication à suivre dans le journal de 20h avec un spécialiste en la matière, invité de ce journal. Autre titre brûlant de l'actualité, les États-Unis d'Amérique tensent les groupes armés séparatistes et le gouvernement camerounais à propos de graves violations des droits humains sur le théâtre de la crise anglophone. Dans le rapport 2019 rendu public ce mois de mars 2020, le département d'État américain déplore un manque de volonté politique pour mettre fin à ce conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La pandémie mondiale de coronavirus a poussé le président américain à annoncer la fermeture des frontières aux étrangers venant de l'Europe, une mesure restrictive des mouvements des personnes pour une durée de 30 jours. L'Union européenne déplore une décision prise de façon unilatérale, sans discuter avec ses partenaires européens, alors que les États-Unis soutiennent que c'est une approche américaine visant à protéger ses ressortissants contre cette pandémie meurtrière qui a déjà fait plus de 2000 morts. On fait le point avec Xavier Fauca. La mesure est extraordinaire, alors que la désormais pandémie de coronavirus crée la panique aux États-Unis. À partir de vendredi à minuit, les voyageurs européens se verront interdire l'entrée sur le territoire américain pour une durée de 30 jours. Une décision désapprouvée par l'Union européenne. Ce jeudi en milieu de journée, l'Union européenne a critiqué cette décision de Donald Trump qu'elle juge unilatérale. Si l'Union européenne appelle les États-Unis à la coopération, le président américain n'a pas pris le temps de consulter ses partenaires européens avant de faire son annonce le 11 mars au soir. En prenant cette décision, le président américain espère ainsi freiner la multiplication des cas de Covid-19 dans le pays, où plus de 1200 personnes sont touchées et au moins 38 ont succombé au virus, selon un dernier bilan publié mercredi. Donald Trump, qui s'agressait à la nation depuis la Maison-Blanche, a indiqué sans plus de précision que le Royaume-Uni n'était pas concerné. Peu après son discours, le département de sécurité intérieure a précisé que les citoyens américains et les résidents permanents n'étaient non plus concernés par cette mesure, ni la famille très proche des citoyens. Sont visés par cette mesure les étrangers ayant transité par l'un des 26 pays de l'espace Schengen durant les 14 derniers jours. Les marchandises ne sont pas concernées, a dû préciser Donald Trump sur Twitter après avoir insinué l'inverse lors de son discours. Le président américain, qui a dénoncé ce qu'il appelle un virus étranger, a assuré répondre à la menace avec une grande rapidité et un grand professionnalisme. Il a estimé que si l'Europe est de plus en plus touchée, c'est parce qu'elle n'avait pas fermé ses portes aux voyageurs venant de la Chine. Sur le plan économique, le locataire de la Maison-Blanche a également annoncé l'octroi de prêts à taux faibles afin d'aider les petites entreprises, ainsi que le report de la date de paiement des impôts pour les individus et les sociétés en difficulté. Il a aussi demandé au Congrès de voter une loi pour baisser les taxes salariales. Un peu plus tôt, le Sénat républicain avait bloqué un texte visant à mettre en place des congés maladie pour les salariés qui doivent rester chez eux. Notons qu'à cause du Covid-19, une vingtaine d'États américains, ainsi que la capitale fédérale Washington, ont déclaré l'état d'urgence. Les rassemblements de plus de 1000 personnes ont été interdits dans plusieurs grandes villes. Et pour en savoir davantage sur cette pandémie mondiale et les risques que pourraient encourir les Camerounais, je reçois sur ce plateau le professeur Hugo Mbachou. Bonsoir.
Bonsoir M. Noufele, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Equinox. Je précise que vous êtes pneumologue, également maître de conférences dans les universités camerounaises. Vous venez de suivre cette décision des États-Unis d'Amérique de fermer leurs frontières aux étrangers venant de l'Europe, une approche américaine visant à lutter contre cette pandémie de coronavirus. Que pensez-vous d'une telle stratégie? Oui, Cédric, effectivement, c'est une mesure très forte. C'est une mesure, connaissant Donald Trump, c'est une mesure à la Trump. Et c'est une mesure qui a été décriée tout de suite, qui est unilatérale. Je pense qu'il aurait été utile de se concerter avec ses partenaires occidentaux de l'Europe pour pouvoir prendre des mesures communes. Mais c'est une mesure qui peut être efficace pour son pays, pour les États-Unis. C'est vrai qu'on pouvait aussi penser autrement, notamment quand on regarde comment ça se passe en Chine. On constate que l'épidémie régresse déjà. Le nombre de nouveaux cas par an a considérablement diminué ces derniers jours, alors que la Chine ne s'est pas complètement fermée du monde entier. Donc c'est une mesure strictement américaine, et quand nous connaissons les Américains avec leur fierté, on peut peut-être comprendre cette... Est-ce que cette mesure prise par le président américain Donald Trump est liée au fait que cette pandémie a de plus en plus de l'impact dans des pays européens, notamment l'Italie et la France? Oui, effectivement, on voit que l'épidémie avance très rapidement en Italie. Nous sommes déjà aujourd'hui à plus de 12 000 cas en Italie, avec beaucoup de décès de l'ordre des 6%, et en France aussi, l'épidémie progresse. Seulement en 24 heures en France, on a eu 500 nouvelles infections. Donc c'est dire que l'épidémie progresse rapidement en Europe. Et quand on connaît les échanges entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, on peut, entre parenthèses, comprendre cette mesure très restrictive prise par le président Trump. Alors les Camerounais s'interrogent comment une épidémie qui s'est déclarée en Chine il y a quelques mois s'est transformée rapidement en une pandémie mondiale, avec autant de décès enregistrés en Europe et en Chine. Oui, je pense que c'est la nature du virus lui-même. Le coronavirus de 2019, qui est un virus qui a certainement muté à partir des virus précédents. Rappelons-nous des épisodes du SRAS de 2002, en Chine toujours, et de l'épisode de 2012-2013 au Moyen-Orient. Alors donc ça, c'est le troisième épisode de coronavirus. Et ce virus est très très contagieux. La propagation, elle est vertigineuse, elle est exponentielle. Et c'est pour cela qu'en moins de 2 mois, nous sommes passés d'un cas à plus de 120 000 cas. Donc c'est dire que bien qu'elle ne soit pas aussi mortelle que les 2 précédentes épidémies, la propagation, elle est importante, et l'impact sur le plan économique, sur le plan social est considérable. Sur le plan humain, pourquoi il y a autant de décès enregistrés en Europe, en Italie, en France et en Chine? Qu'est-ce qui explique cette mortalité élevée depuis que l'épidémie a été annoncée et déclarée? Alors la mortalité actuellement est de l'ordre de 3%. Alors, et quand on essaye d'étudier en profondeur, on se rend compte que le taux de mortalité est plus élevé chez les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées au-delà de 65-70 ans, des personnes qui portent des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme la maladie rénale chronique, comme les maladies hépatiques, ainsi de suite. Le taux de mortalité est très élevé chez ces populations fragiles. Par contre, 80% des personnes touchées, la plupart des personnes touchées sont quand même jeunes, et chez ces personnes, la mortalité est réduite. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame. La mortalité est très élevée chez les personnes fragiles. Chez les personnes jeunes, la mortalité est moins élevée. Alors maintenant, en Europe, on sait en Occident, la population, elle est vieillissante. C'est pour cela que l'impact en termes de mortalité est plus important. Quand vous prenez le cas de l'Italie, nous sommes en Italie autour de 7% de décès, contre 3% sur un plan global. Donc je pense que les Européens, ils ont raison de s'inquiéter de cette pandémie. Alors il y a des vols réguliers, une dizaine de vols réguliers quotidiens entre la France et le Cameroun. Dans les différents aéroports, il y a eu des caméras thermiques qui ont été installées et d'autres outils pour faire face à cette pandémie de coronavirus et améliorer la surveillance épidémiologique. Est-ce que cela est suffisant?
Alors c'est certainement pas suffisant. Il faut dire que nous n'avons pas les gros moyens comme les pays développés, les Européens ou même la Chine, mais nous appliquons des mesures à la limite de nos moyens et je pense que nous avons suivi le ministre de la Santé publique qui nous a dit que des mesures sont prises au niveau des ports et des aéroports, c'est-à-dire déjà dans l'avion, il y a un questionnaire qui est administré aux passagers et à la descente, donc ces questionnaires sont dépouillés au fur et à mesure et toujours à l'arrivée, il y a des caméras thermiques qui permettent de relever des températures au-delà de 37,5 et si on suspecte des cas, ces patients seront immédiatement suivis et interrogés pour un approfondissement en termes de diagnostic. Mais il serait aussi utile que tous les passagers de ces vols, bien que nous n'ayons pas les moyens de les mettre en isolement, en quarantaine pendant 14 jours, qu'ils soient au moins informés, qu'ils soient éduqués et qu'on ait leur adresse, qu'ils soient pistés pour qu'on sache que voilà, s'il y a un cas qui se déclare parmi les passagers de telle compagnie qui est arrivée au Cameroun, on sait là où trouver tous les autres passagers de ce vol-là. Alors, le Cameroun a enregistré 2 cas positifs. Le gouvernement rassure que la situation est sous contrôle. Pour autant, quelle attitude doivent adopter les Camerounais face à cette épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde aujourd'hui? Pour compléter peut-être mon argumentaire de tout à l'heure, il faut dire que selon le communiqué du ministre, les personnes, les contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont été autour des 2 cas de Yaoundé sont suivis par les services de santé de notre pays, ainsi que ceux qui étaient dans le vol avec ce passager-là. Alors ça, ce sont des mesures collectives, des mesures gouvernementales, mais à titre individuel, il y a des mesures d'hygiène que nous devions respecter pour éviter de faire entrer cette maladie dans notre pays et de freiner la propagation de cette épidémie. Ce sont quoi ces mesures? C'est le lavage régulier des mains ou alors l'utilisation des solutions hydroalcooliques, des gels hydroalcooliques qu'on trouve dans des pharmacies ou les grandes surfaces pour se désinfecter fréquemment les mains parce que la transmission est certes par voie aérienne, c'est-à-dire si j'ai en face de moi quelqu'un et j'éternue ou je tousse, je lui transmets le germe. La transmission se fait aussi par le contact des muqueuses de l'organisme. C'est-à-dire si j'ai des mains qui sont souillées et que je me frotte le nez, que je me frotte les yeux ou alors j'envoie le doigt dans la bouche pour couper les ongles, je peux m'infecter. Donc il y a ce contact. Donc il est important de se désinfecter régulièrement les mains. Quand on sait qu'on touche des poignets, on se salue, on touche tout avec les mains, il faut se désinfecter régulièrement les mains. Alors, s'il arrive qu'on éternue ou qu'on tousse, il faut absolument se protéger avec un mouchoir, les mouchoirs jetables qui sont bien présents chez nous. Se protéger donc la bouche et le nez et immédiatement passer le mouchoir à la poubelle. Si on n'a pas à disposition ce mouchoir, on peut tousser dans le creux du coude pour éviter de projeter le germe dans la nature. Et c'est le coude plutôt que la main, parce que la main, on va l'utiliser après pour toucher tel élément ou pour saluer telle personne. Donc il y a ces 2 mesures-là. Ensuite, il faut éviter un contact étroit avec notamment des personnes qui présentent des symptômes de cette maladie, qui sont la fièvre, qui sont la toux, qui sont un écoulement nasal, qui sont une fatigue, qui sont les signes de la grippe saisonnière très fréquente chez nous. Donc il y a ces mesures-là. Il faut aussi éviter de se toucher, donc de saluer. Donc je pense qu'il va falloir qu'on essaye d'adopter des mesures un peu restrictives, ne plus trop saluer ou alors réduire les salutations, les contacts, les bises. Ce sont des mesures qui peuvent permettre de réduire, de freiner la propagation de cette maladie. Et pour la population qui doit être, je le répète, fortement sensibilisée, si quelqu'un sait qu'il a été dans un de ces pays ou bien qu'il a été en contact avec un malade du coronavirus, immédiatement qu'il contacte les services de santé au numéro précisé par le communiqué du ministre, le 1510, ou alors appeler un médecin qui saura quoi faire pour que cette personne soit prise en charge immédiatement là où il est, avant d'être transporté dans des centres de référence qui sont identifiés dans nos différentes
ville. Donc il y a ces mesures importantes. On parle aussi de bien cuire les aliments, étant donné que ce germe-là passe aussi par certains aliments. On a parlé du pangolin, on a parlé de la civette, ainsi de suite. Merci professeur Hugo Mbatou. Je rappelle que vous êtes pneumologue et maître des conférences dans les universités. Et durant cette journée, les ministres de la Santé de la zone CEMAC se sont retrouvés à Douala afin d'élaborer un plan de contingence régionale pour faire face à cette pandémie mondiale de coronavirus. C'était en présence du ministre de la Santé publique du Cameroun, Dr Madaouda Malaché, et le président de la commission de la CEMAC. Ils ont évoqué le fait que l'existence des cas positifs de coronavirus au Cameroun suscite des préoccupations au regard des systèmes de santé de la zone CEMAC qui présentent quelques limites. Un plan de solidarité est en cours d'élaboration et un fonds également de solidarité doit être mis en place, proposition faite lors de ces travaux de Douala. Et restons dans le domaine de la santé pour parler des maladies liées à les maladies, les patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Ils ont du mal à effectuer des séances d'hémodialyse au Cameroun. À l'occasion de la journée mondiale du rein, des spécialistes dans ce domaine tirent la sonnette d'alarme sur les insuffisances d'une stratégie nationale visant à lutter contre ces maladies du rein. Des précisions dans ce reportage de Equa Claude, Michel Ngachou. Les malades d'hémodialyse risquent gros pour leur vie au Cameroun. Le taux de 2 500 000 justifie leur nombre et plus de 370 000 dans la seule ville de Douala. Dans ce centre privé de dialyse de la ville, Emmanuel est patient. Il revient de loin. Depuis 6 mois que je souffre de l'hémodialyse. Bon, quand tu vas dans l'autre hôpital, on te prescrit des médicaments, tu payes, mais jusque-là, la maladie n'est pas soignée. Son calvaire s'accentue quand il se rapproche des hôpitaux dans lesquels, comme lui, des milliers de patients craignent pour leur vie. Si tu vas à l'hôpital général, tu vas voir, ils sont versés là-bas comme des fourmis, mais ils en pleurent. Parfois, il n'y a pas de matériel. Quand il n'y a pas de matériel, c'est de la souffrance. Et tu sais, quand on parle déjà de dialyse, c'est pas facile. L'hôpital général de Douala est la seule structure sanitaire spécialisée dans la capitale économique, avec les moyens qui lui sont propres au-delà des coûts. Là, c'est dit 5 000 ou 10 000. Mais c'est le matériel qui en manque. Et le soin n'est pas vraiment pris en charge, comme ça se doit par rapport ici. Et ici, ça coûte cher. Ici, c'est 75 000. 2 rendez-vous par semaine, le calcul est vite fait. Le mal est profond pour ce patient sans emploi. Il n'y a pas l'argent, il n'y a rien, mais je suis obligé de faire les efforts de prêter, de me battre. Même le chômage, je chôme. Ce 12 mars est journée mondiale du rein, placée sous le thème « Santé rénale pour tous et partout ». Prévention, dépistage et accès équitable aux soins de santé. Docteur Ndiampoum, médecin néphrologue, tient un centre privé dans la ville. Pour lui, la solution est évidente pour prendre en charge les 200 000 malades d'hémodialyse de Douala rapidement. Permettre au secteur privé, par exemple, de créer de nouveaux centres assez facilement, qui pourront être accompagnés par l'État. Le coût d'investissement, le budget alloué dans la création, dans la gestion de l'hémodialyse sera moindre contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui. L'État trouverait un réel avantage à accompagner les centres privés pour que ces malades puissent assez rapidement trouver une solution à leurs problèmes de santé. Dire qu'un partenariat État et privé sera basé sur l'amélioration de l'état de santé des populations grâce à l'accroissement de l'accessibilité aux soins de qualité pour l'ensemble des populations, quel que soit son rang social. Je vous le disais en titre, les États-Unis d'Amérique tensent les groupes armés séparatistes et le gouvernement camerounais à propos de graves violations des droits humains sur le théâtre de la crise anglophone. C'est du moins ce que révèle le rapport 2019 qui a été élaboré par le département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Dans ce rapport, le département d'État américain relève un manque d'une véritable volonté politique pour mettre un terme à ce conflit armé qui dure depuis près de 3 ans et qui a déjà fait des milliers de morts et de nombreux déplacés et réfugiés au Cameroun et au Nigeria. Des précisions avec Jean-Paul Chouniat. Dans son nouveau rapport,
sur les violations des droits humains en 2019 au Cameroun. Le département d'État américain accuse les séparatistes anglophones d'avoir assassiné des populations civiles et tué des forces de défense et de sécurité loyales au régime de Paul Biya. Le dit rapport cite en exemple le gendarme Adama Hassana, décapité par les sécessionnistes dans la nuit du 23 au 24 avril à Moyoka dans le sud-ouest. Pic de l'horreur, les parties du corps du défunt étaient éparpillées sur la route. Dans le même rapport, le ministère américain des Affaires étrangères accuse aussi les forces de défense et de sécurité d'avoir brûlé vif en mars 2019 13 civils dans la localité de Ndou, dont 7 hommes d'affaires qui revenaient du Nigeria voisin. Autant d'exécutions arbitraires que relève ce rapport, déclarant s'appuyer sur des témoignages de terrain collectés par des organisations non gouvernementales crédibles. Des accusations dont l'armée et le gouvernement ont toujours qualifié de grossiers mensonges, sans fondement avec les réalités sur le théâtre des opérations, dans les 2 régions anglophones en crise depuis 4 ans, avec des polémiques à n'en plus finir sur le nombre de personnes tuées dans ces affrontements, omission de ratissage de l'armée dans les localités censées abriter des bandes armées et séparatistes, Amba Boys. À l'extrême nord, relève le rapport américain, Boko Haram et groupes djihadistes ont continué de tuer des civils, attaquant des positions militaires, le cas de Darak dans le Logone-Chari, avec au moins 16 militaires et 8 civils abattus. Comme en 2018, les forces de défense et de sécurité sont encore soupçonnées en 2019 d'être responsables des disparitions des séparatistes et d'opposants politiques anglophones. C'est le cas de 26 détenus mentionnés par Human Rights Watch. Cette ONG internationale accuse les autorités d'abus de pouvoir et de torture dans des détentions arbitraires et inhumaines. Sur le respect des droits humains, le département d'État américain revient sur l'interpellation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, incarcérés et torturés à la suite des marches blanches de janvier 2019. Autant de faits non exhaustifs de violations des droits humains et libertés observés au Cameroun en 2019, selon le département d'État américain qui a rendu public son rapport il y a un peu plus de 24 heures. Toujours sur le théâtre de la crise anglophone, Human Rights Watch a dénoncé le fait que les séparatistes imposent un boycott de l'éducation dans le nord-ouest et le sud-ouest afin de faire pression sur le gouvernement pour obtenir une meilleure reconnaissance politique. Cette organisation révèle que les attaques des séparatistes dirigées contre des élèves, établissements scolaires et enseignants ont eu un impact dévastateur pour le secteur de l'éducation dans ces régions anglophones. Pour Human Rights Watch, les leaders des mouvements séparatistes devraient ordonner à leurs partisans de cesser d'interférer avec la scolarité des enfants. Elle appelle le gouvernement camerounais à veiller à ce que les enfants puissent retourner en classe en sécurité et promouvoir des formes alternatives d'enseignement. C'est un plaidoyer de Human Rights Watch publié ce jeudi sur son site internet. Et sur le théâtre des événements survenus en Galim, dans la région de l'Ouest, le ministre de l'administration territoriale s'y est rendu afin de tenir des réunions avec les autorités locales et les forces de défense et de sécurité. Il a exhorté les populations à collaborer pour mettre en déroute les groupes séparatistes responsables, selon lui, de ces attentats meurtriers contre des forces de l'ordre dans l'arrondissement de Ngalim, situé dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Des précisions dans ce reportage de Raphaël Tcheko et Julienne Berthe-Bissaye. Plus de 5 jours après les attaques meurtrières de Galim dans les Bamboutos, le ministre de l'administration territoriale sur le lieu du drame. Paul Atangandi engage les forces sécuritaires à œuvrer en synergie avec les membres de comités de vigilance pour lutter contre les incursions des groupes séparatistes. D'un ton ferme, le patron de l'administration territoriale promet un châtiment exemplaire aux auteurs de ces attaques qui ont arraché la vie à 8 personnes, dont 2 gendarmes, 2 policiers et 4 civils. Vous avez constaté vous-même l'impact, n'est-ce pas, des atrocités des terroristes. Vous avez vu qu'ils se promènent avec les armes de feu. Vous avez constaté le dégât au niveau de la gendarmerie. Vous avez constaté les dégâts au niveau du commissariat de police. Maintenant, nous sommes dans la logique de ce qu'on peut appeler la défense populaire. Et je puis vous assurer que les terroristes seront traqués dans leur, n'est-ce pas, dernier retranchement. Adressant ses sincères condoléances aux familles éplorées,
Paul Atangandi invite les populations à œuvrer main dans la main avec les forces sécuritaires. Nous avons demandé aux populations locales de travailler étroitement avec les forces de défense et de sécurité et de donner des informations utiles aux autorités administratives. Et c'est en exploitant ces informations utiles que nous allons traquer les terroristes. Et je peux dire que les populations sont bien mobilisées. Et je crois que c'est aussi l'occasion pour nous de présenter nos condoléances, n'est-ce pas, aux personnes qui ont trouvé la mort lors de ces attaques barbares des terroristes. Frontalier au département du Dongamantung et Ngoketundia dans le nord-ouest en crise, le département des Bamboutos connaît régulièrement des incursions des groupes séparatistes. Dans le reste de l'actualité, où en est-on avec les travaux de construction de la deuxième phase de la pénétrante est de Douala? L'entreprise retenue il y a quelques mois attend toujours le déblocage de financement pour parachever les travaux d'aménagement de la pénétrante est, notamment dans le cadre de la deuxième phase. Le ministre des Travaux publics s'est rendu sur le site afin d'évaluer le niveau d'exécution de ce chantier. C'est le constat que font François Dikouma et Sylvestre Hippolyte Zangaou dans ce reportage. Repris aux Chinois, puis confié au Canadien Magil en août 2019, le chantier de construction de la pénétrante est de Douala sera-t-il livré avant la CAN 2021? Oui, répond Virginie Lequefac, le directeur général des travaux d'infrastructure au ministère des Travaux publics. Ce sera le 30 novembre 2020 pour la totalité des travaux en prévision de la CAN. Pour le CHAN, ce sera le 25 mars. Les travaux d'urgence qui permettront de véritablement fluidifier la circulation. Chez Magil, l'on veut bien respecter ce délai, mais pour Vincent Barton, le directeur des travaux à Magil, la faisabilité dépend de la disponibilité des moyens financiers. L'État du Cameroun n'ayant pas encore rempli sa part du contrat. Il nous faut effectivement la disponibilité des financements. Monsieur le ministre a pris des engagements. Nous avons finalisé et contractualisé un contrat commercial. Il nous reste la part financière. L'engagement que l'entreprise Magil a pris pour réaliser ces premiers travaux, nous avons besoin aujourd'hui de contractualiser et de terminer effectivement cette phase contrat pour pouvoir continuer à travailler et à respecter nos échéances. En visite sur le chantier, Emmanuel Ngannou-Djoumessi, le ministre des Travaux publics, a promis aux constructeurs canadiens que l'État du Cameroun mettra bientôt ses financements à sa disposition. Cependant, sur le terrain, l'entreprise fait face à d'autres difficultés. Les difficultés sont signalées présence des réseaux. Donc on va travailler d'arrache-pied pour pouvoir les régler rapidement avec l'aide de nos concessionnaires. On va régler des problèmes qui sont d'ordre religieux avec les tombes de Ayassa. Monsieur le préfet a pris les choses en main. Et les difficultés, on arrive en saison des pluies. Vous connaissez les problèmes des chantiers de terrassement. Des instructions pour faciliter la tâche à Magil ont été données. Le ministre a donné des orientations précises, à savoir que le réseau Eneo doit être entièrement déplacé sur la partie où l'entreprise est en train de travailler aujourd'hui, avant la fin de cette semaine, et que de manière globale, pour les autres réseaux qui sont souterrains, ils soient identifiés, protégés pour que l'entreprise puisse continuer les travaux en toute sérénité. À en croire donc les responsables du ministère des Travaux publics, le chantier de la pénétrante est de Douala sera livré dans 8 mois. Emmanuel Ngannou-Djoumessi a précisé de travailler de jour comme de nuit. Restons dans la capitale économique du Cameroun où les magistrats municipaux de Douala 3 et Douala 5 s'engagent à lutter contre le désordre urbain et trouver des solutions aux problèmes d'habitat spontané. Valentin Epoupa, le nouveau maire de la commune d'arrondissement Douala 3e, et Richard Fengouan, chef d'exécutif municipal à Douala 5e, ont prêté serment devant les juges au tribunal de première instance à Dokoti, à Douala. Des précisions avec Steve Eboulet et Donald Brice Kamgan. L'acte qui engage Valentin Epoupa, Richard Fengouan, à servir les populations et non les asservir, prescrit le tribunal aux maires élus des communes de Douala 3e et 5e. La prestation de serment des deux exécutifs communaux a donné l'occasion au tribunal de première instance de Ndokoti de préciser aux élus et leurs adjoints qu'un maire est un ouvrier pour ses administrés. Pour le maire de Douala 3e, la grande urgence est la lutte contre l'habitat spontané. Il faudra restructurer les quartiers parce que l'habitat spontané qui caractérise Douala 3e
ne peut être résolu que par une restructuration du périmètre et puis des quartiers et des zones d'habitation. Il faudra songer à la sécurité, à l'insécurité, à lutter contre l'insécurité. À Douala 5e, Richard Fengouan pense aux actions globales après cette entrée en fonction officielle. Il n'y a aucun secteur à négliger. Je vais mettre à contribution mon intelligence et le personnel que j'ai sous la main pour pouvoir surmonter les problèmes de la vie des concitoyens. L'exécutif de Douala 5e est multicolore avec le Social Democratic Front et le PCRN, en plus du RDPC. Les marchés spontanés seront recadrés. Nous allons faire entrer les gens dans les marchés et libérer la chaussée. Et ça, monsieur le maire a pris un engagement dernièrement au marché Doubleval de faire tout pour libérer les caniveaux qui étaient chaque fois bouchés. Vous avez vu notre descente avec le gouverneur la dernière fois au marché Doubleval. On soulevait les tables, les rats sortaient, les cafards sortaient, les défections même à la limite. Les actes de détournement de fonds publics sont sanctionnés par un minimum de 10 ans de prison au Cameroun, a averti la présidente du tribunal de première instance de Ndokoti à l'intention des impétrants comme une mise en garde. Après cette prestation de serment des magistrats municipaux, il faut préciser que l'audience de règlement du contentieux des opérations électorales se tiendra le 20 mars prochain à 7h30 à la salle des audiences du tribunal administratif situé dans l'enceinte de la cour d'appel du littoral à Bonanjo. C'est en tout cas le message du greffier en chef du tribunal administratif, Michel Ebaudet-Olon, qui annonce le contentieux électoral pour les municipales le 20 mars 2020 à 7h au tribunal, à la cour d'appel du littoral. Et concernant la remise solennelle des attributs pour les députés, cette cérémonie est fixée désormais pour lundi prochain, 16 mars 2020 à 10h. Pourtant, de nombreux parlementaires savaient que cette séance plénière était plutôt prévue demain vendredi. La nouvelle date, c'est le 16 mars 2020 pour la remise solennelle des attributs et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale est également attendue par les différents parlementaires. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sous cette même antenne.